la proposition de la Commission concernant le backloading, c'est-à-dire de mettre de côté 900 millions de permis de polluer, pour les appeler ainsi. Alors, le Parlement européen est tout à fait fondamental. Je peux vous dire qu'ayant mené pas mal de négociations avec le Conseil et le Parlement européen devient de plus en plus un décideur au niveau européen, aux grandes dames du Conseil, parce que les États membres, pendant longtemps, ont considéré que bon, le Parlement européen pouvait sans doute se passer de son avis, ou en tout cas essayer de minimiser son intervention. Or, depuis le traité de Lisbonne, le Parlement européen a un pouvoir très accru et devient véritablement le législateur au niveau européen. C'est vrai que les États membres, le ministre qui est à Bruxelles, qui accepte une proposition, il est en principe aussi là sur des bases démocratiques. Donc vous avez quand même deux systèmes démocratiques qui se rejoignent, à la fois l'élection directe des parlementaires européens et l'élection nationale qui a mené à la désignation du ministre qui va prendre une position. Alors, ce que je regrette souvent dans le débat européen, c'est que les ministres n'ont pas suffisamment le courage de dire qu'effectivement, ils ont accepté à Bruxelles telle ou telle proposition et qu'ils n'ont pas à parler des conséquences de ces propositions-là, alors que normalement, ils sont censés les connaître. Donc, il y a un déficit d'explication au niveau national, qui fait d'ailleurs que généralement, on dit quand quelque chose tourne mal, ben, c'est la faute à Bruxelles. Et la faute à Bruxelles, c'est la faute à la Commission. Et la Commission, ben, elle a simplement fait des propositions qui ont été acceptées par les co-législateurs que sont le Conseil et le Parlement européen. Je peux vous assurer que très souvent, des flous artistiques dans des décisions européennes ne sont pas le fait de la Commission, mais sont le fait de compromis au niveau du Conseil ou entre le Conseil et le Parlement, etc. Alors, il y a des pays qui ont un processus parallèle au processus européen et qui exigent une approbation de leur Parlement national avant d'accepter quelque chose à Bruxelles. Les Danois et le Royaume-Uni ont une clause d'examen national qui, souvent, qu'ils invoquent dans le cours de la négociation pour dire « nous n'avons pas encore loqué de notre Parlement national ou de la commission du Parlement national qui est chargée de regarder ça. » Et donc il y a parfois en parallèle des examens faits par et en tout état de cause, toutes les propositions de la commission aujourd'hui sont envoyées aux parlements nationaux qui peuvent toujours prendre des opinions sur ces propositions, et la commission est en outre tenue d'y répondre et de donner les arguments disant pourquoi elle a fait cette proposition. Donc je crois qu'il faut quand même se rendre compte, c'est une grande machine, mais il y a un système dans lequel il y a des garde-fous et dans lequel effectivement il y a moyen effectivement d'avoir un contrôle démocratique. Alors, les forats européens, oui, c'est du 360 degrés, mais encore une fois, un peu comme l'a dit ma collègue polonaise, c'est les concerned stakeholders, ça veut dire les parties prenantes intéressées qui se manifestent. Alors, qui est-ce qu'on voit dans nos forats? C'est des gens comme Greenpeace, comme World Wildlife Fund, qui s'appuient sur effectivement des millions d'adhérents qui partagent un certain nombre d'idées. Ça peut aussi être les organisations de consommateurs, certaines sont extrêmement puissantes et représentatives dans un certain nombre de pays. Je déplore simplement que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Mais des organisations de citoyens en tant que telles, si elles se présentent, elles peuvent venir. Mais je n'ai pas, moi, l'expérience, effectivement, d'organisations citoyennes. Et encore une fois, bon, c'est la question qu'on a posée, consommateurs, citoyens. Alors là, je vais être assez abrupt pour dire, en réalité, si on regarde la législation européenne en vigueur actuellement, on a des consommateurs. Parce que le marché de l'électricité et du gaz donne aux consommateurs le choix du fournisseur. Et nous sommes effectivement chargés de faire appliquer ces règles-là. Et donc nous sommes absolument concernés par le fait que le consommateur doit exercer son choix. Alors là, on a d'autres sondages intéressants qui sont faits par nos collègues de la DG Protection des consommateurs,
qui montre effectivement d'abord que les services d'énergie sont extrêmement pauvrement jugés par les consommateurs pratiquement dans tous les pays. Donc il y a un problème d'image du secteur énergétique dans la plupart des États membres de l'Union. Et qui montre aussi que moins de 10% des consommateurs sont actifs. Donc ça veut dire que pratiquement les consommateurs ne font pas usage des droits qui leur sont donnés par les règles communautaires. Et si effectivement tous les consommateurs agissaient de façon active, c'est-à-dire peut-être comme dans le domaine des télécoms, vous changez de fournisseur assez régulièrement parce que les prix sont plus intéressants, etc., c'est quelque chose qui est en train d'arriver dans le domaine de l'énergie. Et je voudrais donner par exemple une expérience incroyable. En Belgique, l'année dernière, l'organisation de consommateurs Test Achat a proposé à ses membres, et on en a 300 000 en Belgique, d'acheter pour eux, de façon collective, leur énergie. Et ils ont eu 80 000 répondants. C'est-à-dire que 80 000 consommateurs d'énergie en Belgique ont demandé à leur organisation représentative de négocier un contrat avec les fournisseurs comme Electrabel, GDF Suez, etc. Donc, c'est pour vous... Yeah. Okay, but I want to be concrete, and I think it's important, because otherwise it's just Europe and Brussels, nothing, you know? And I hate this because it's not true. Yeah, I'm committed, I'm a citizen committed to the European building and the construction. So, last questions, if I may. Monsieur Buffetot, merci pour vos commentaires sur l'ouverture de la commission. Et j'ai passé beaucoup de temps avec beaucoup de monde, et justement, on est un peu comme un confessionnal. C'est un des avantages de la commission. On sait beaucoup de choses. Alors, R&D, bien sûr, R&D. On a maintenant pour Horizon 2020, en principe, 6 ou 7 milliards d'euros au niveau européen, avec le SET Plan qui était mentionné ce matin par M. Barbazo, qui essaye de voir comment on lie nos objectifs politiques avec les objectifs de recherche et développement. Et c'est vrai que c'est très important de mettre ensemble les milieux académiques et les décideurs. Sur les réseaux, on vient d'avoir un règlement adopté par le Conseil et le Parlement européen sur la modernisation des infrastructures énergétiques, qui est, je crois, très important, qui est même révolutionnaire, parce qu'il fait en sorte que chaque pays doit décider de ses infrastructures en collaboration avec les pays voisins, donc les choses ne se font plus de façon isolée, et on regarde vraiment l'impact sur l'ensemble, avec des analyses coûts-bénéfices, etc. Et sur la politique extérieure, là aussi, il y a eu une avancée majeure l'année dernière, il y a maintenant une décision européenne sur les traités bilatéraux des États membres avec des pays tiers. Je vais prendre la Russie comme évidemment l'exemple le plus classique, parce que c'est avec ce pays-là qu'il y a le plus de traités bilatéraux entre les États membres et eux, et ce pays. Et maintenant, quand effectivement il y a une négociation en cours, en principe, il y a une obligation d'information de l'État membre qu'il négocie, et normalement le projet du traité qui va être conclu est soumis à la Commission pour avis, il y a aussi un échange d'informations avec les autres États membres. Donc on a maintenant effectivement les prémices d'une politique extérieure commune, où effectivement on regarde quel est l'intérêt commun vis-à-vis d'un pays tiers. Et nous avons un dialogue avec la Russie et entre l'Union et la Russie depuis 10 ans, qui est en train de prendre une accélération importante, et où tous les États membres se rendent compte qu'effectivement on a intérêt à parler d'une seule voix vis-à-vis d'un pays comme la Russie. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais il y a demandé à la Pologne, elle a fait des expériences très intéressantes sur le gazoduc Yamal, et je crois qu'effectivement on est dans la bonne voie. Encore une fois, ça ne se fait pas en un jour, Rome ne s'est pas faite en un jour, a dit mon collègue italien ce matin. Il a bien raison, mais regardez d'où on vient depuis 2007, c'est considérable. Et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Thank you very much.